le podcast Censure avec Seb et Lucas. Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Pour cette première partie sur les secrets des jeux d'aventure, nous allons nous intéresser à Koh-Lanta et à Pékin Express. Les deux programmes ont pour point commun de mettre à l'écran des anonymes dans des situations palpitantes, des épreuves stratégiques et parfois même dangereuses. Le nom et les expressions cultes de ces émissions sont même rentrés dans le langage courant, preuve qu'elles sont des références pour tous. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Une nouvelle règle inédite dans l'histoire de Pékin Express. C'est la voiture magique. Moi, je veux vous dire, on n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous. Et à qui vous donnez le collier d'immunité? Connaissez-vous vraiment ces deux programmes d'aventure de TF1 et d'M6? Nous allons vous révéler tous leurs secrets et on va répondre à de nombreuses questions que vous vous posez en tant que téléspectateur fidèle de ces émissions. Coulisses, production, casting, indiscrétion, on vous dit tout. Et pour conclure, la battle pendant laquelle on va débattre et tenter de répondre à cette question: faut-il plus de jeux d'aventure à la télé et sur les plateformes? Bonjour Lucas. Bonjour Seb. Et on commence tout de suite avec l'incontournable jeu d'aventure lancé en août 2001 sur TF1. À l'époque, il s'appelait d'ailleurs Les Aventuriers de Koh-Lanta et il était présenté par Hubert Auriol. Denis Brognard, lui, ancien animateur du Club Med devenu journaliste, y assurait d'abord la voix off de certaines séquences. Dans son livre Pouvoir, l'ancien patron de TF1, Étienne Moujotte, détaillait les débuts très compliqués de l'émission, parce qu'en fait, la première saison de Koh-Lanta a subi un remontage conséquent pour renforcer l'esprit d'équipe entre les candidats, afin que l'aventure humaine soit très forte et avoir des images avec un rapport à la nature plus authentique. Koh-Lanta est adapté du format L'expédition Robinson, qui deviendra Survivor et qui est diffusé pour la première fois en Suède en 1997. Koh-Lanta permet à plusieurs anonymes de vivre une expérience dépaysante et de dépassement de soi, le tout sur une magnifique île déserte à l'autre bout du monde. Et ils sont plus de 15 000 en moyenne à envoyer leur candidature chaque année. Pour la productrice Alexia Laroche-Joubert, les bons candidats sont ceux qui seraient prêts à faire l'aventure même s'il n'y avait pas de caméra. Il y a donc la recherche de la motivation et de l'authenticité dans les castings de Koh-Lanta. Le contrat des candidats lui prévoit un salaire correspondant au SMIC, auquel s'ajoute au minimum 4 000 € de droit à l'image pour une première participation et plus du double ou même du triple pour des retours des héros. En amont du tournage sur place, la production briefe bien évidemment les aventuriers sur plusieurs éléments, notamment sur la flore, les animaux qui sont susceptibles de croiser, le nom des coquillages et des plantes toxiques, les espèces protégées, etc. Puis de la même façon, on indique aux candidats les différentes zones annexes à leur camp, souvent délimitées par des cordes, c'est-à-dire l'endroit en fait où se trouve le matériel technique et les caméras, la localisation de l'infirmerie et les dangers naturels aussi quand il existe des trous ou des falaises. Et tout est prévu en cas de pépin, de santé ou d'accident. La sécurité d'ailleurs et la santé sont très importants sur Koh-Lanta et tous les candidats passent des tests médicaux et d'efforts. Une infirmerie est systématiquement construite à proximité des concurrents, parfois sur une autre île, mais toujours à moins de 15 minutes. Une équipe d'urgentistes est positionnée avec l'équipe technique et peuvent intervenir en 1 ou 2 minutes à pied. Et si le médecin estime qu'il y a une urgence à intervenir, il peut déclencher un vol en hélicoptère pour aller chercher et évacuer le malade vers l'hôpital le plus proche à environ 30 minutes de vol. De plus, un infirmier urgentiste est présent 24 heures sur 24 sur l'île et une radio d'urgence est disposée sur chaque camp. Et quand Denis Brognard annonce à un candidat qu'il quitte le jeu pour une raison de santé, le médecin ne donne aucune précision à l'animateur afin de ne pas briser le secret médical. Il est aussi arrivé que la production oblige un candidat à aller voir le médecin car cela peut être un moyen de faire passer des messages personnels. Par exemple, quand Claude a appris discrètement au cours du jeu que sa femme était enceinte, cette dernière ayant demandé à la production de lui faire passer le message. Malgré tout ce dispositif, Koh-Lanta a été marqué par des drames. En 2013, TF1 et la production annoncent l'arrêt du tournage après le décès Gérald Babin lors de la première épreuve des suites d'un malaise cardiaque. Un terrible accident que n'a pas supporté le médecin d'émission, Thierry Costa, qui se suicide au Cambodge 1 mois après. En 2018, c'est une potentielle agression sexuelle sur une candidate qui stoppera net le tournage après 5 jours seulement. Autre affaire, celle des triches. Dès la première saison, une candidate est accusée d'avoir subtilisé un briquet au pilote du bateau qui menait les candidats sur l'île. Il y a aussi la triche pour obtenir de la nourriture, soit via des agents de sécurité qui surveillent le campement, via des pêcheurs au large ou via les habitants aux alentours. En 2021, sur l'édition Koh-Lanta, la légende, on parle carrément de repas clandestins,
consommé par plusieurs candidats dont Théoura, Sam et Claude, grâce à des expéditions de nuit dans un motel. La production, qui applique rigoureusement le format de Koh-Lanta, peut ajouter des noix de coco, des bananes ou du manioc à quelques pas des campements des aventuriers. Une surprise pour eux, qui pensent alors être passés à côté d'un trésor, alors qu'il n'y en avait effectivement pas la veille. Autre surprise, mais moins joyeuse, des jeux de mort subite, qui créent la stupeur dans les équipes, à l'image de l'épreuve d'immunité où le dernier est éliminé sur le champ. Bref, tout peut arriver sur Koh-Lanta, comme le dit souvent Denis Brognard. Et justement, que fait Denis hors caméra? Forcément, l'animateur dispose d'un certain confort, que ce soit en termes d'alimentation et d'hébergement, qu'il partage d'ailleurs avec les autres membres de la production sur une zone appelée la base vie. Un lieu qui peut être composé de maisons ou de bungalows dans le meilleur des cas, ou des containers transformés en chambres dans le pire des cas. En plus de pratiquer des footings sur la plage ou en pleine nature, Denis Brognard a également la possibilité d'emmener un vélo ou un vélo d'appartement afin de continuer à pratiquer ses activités physiques dans un cadre paradisiaque entre les tournages. Et quand l'enregistrement d'une saison de Koh-Lanta a lieu en même temps que des vacances scolaires, eh bien sa femme et ses enfants viennent même le rejoindre. Pendant l'épreuve des poteaux, qui peuvent durer plusieurs heures, Denis Brognard n'a pas trop le temps de s'ennuyer. En fait, l'animateur prépare pendant 45 minutes et avec le producteur le conseil final et notamment le tournage du teaser. En revanche, il revient vite assister à la fin de l'épreuve quand le poteau en fait est rétréci. Denis a beaucoup plus de temps pendant l'épreuve de l'orientation, par exemple, une attente entre les allers-retours en fait des candidats qui lui permet de bouquiner le plus souvent. Alors dans sa loge, à proximité des jeux, Denis a quelques friandises à sa disposition, comme de l'ananas frais, une tablette de chocolat et des boissons fraîches. Un autre accessoire aussi qui est indispensable, eh bien, c'est le parapluie, aussi bien pour les fortes chaleurs que pour les fortes pluies qui peuvent survenir à tout instant dans certaines régions tropicales. L'animateur contribue aussi un peu à désorienter les candidats, évidemment, même s'il porte toujours une belle montre au poignet, elle est volontairement déréglée. Enfin, Denis Brognard possède un stock de 50 chemises par édition, souvent de couleur foncée. Il change de chemise régulièrement entre les prises, même si son staff lui place des dispositifs anti-transpiration sous les bras. Saviez-vous que la France a été la seule production au monde à avoir pris le risque de continuer à tourner le format pendant le Covid? Une bulle sanitaire incroyable et un pari assumé par Adventureline Productions qui mobilise entre 200 et 300 personnes du staff et qui miserait près d'1 million d'euros par épisode de Koh-Lanta. Mais pour TF1, c'est environ 3 millions d'euros de recettes publicitaires chaque soir de diffusion et avec le replay. Yann Le Gac, créateur de jeux chez Adventureline Productions et qui incarne aussi le célèbre Père Fouras au Fort Boyard, dont nous vous parlerons dans la partie 2, est à l'origine de l'épreuve des poteaux qui n'existe pas dans les versions étrangères. L'idée lui est venue dès la seconde saison en observant tout simplement des pélicans perchés. Il est aussi l'inventeur de la redoutable épreuve d'orientation. Ces deux épreuves phares ont une préparation qui est la plus millimétrée au vu de leur importance dans le déroulement du jeu. D'ailleurs, l'équipe de construction des épreuves arrive sur place pour commencer le montage 1 mois avant le démarrage de la saison. Toutes les épreuves sont répétées avec des doublures afin de s'assurer de leur durée, de leur degré de difficulté, mais surtout de la faisabilité des jeux. Derrière les secrets de fabrication des accessoires de Koh-Lanta se cache notamment Guillaume Béal, un dessinateur, sculpteur, peintre qui s'inspire chaque année de la culture du pays pour réaliser tous les objets emblématiques comme les colliers et les fameux totems. Pour les confectionner avec son équipe de décorateurs, et ce dans les moindres détails, il se documente notamment grâce au musée du quai Branly et trouve son inspiration dans des objets historiques. Sur place, avec des artisans locaux, le directeur artistique adapte ses créations avec des pochoirs et tout ce qu'il peut ramasser aux alentours, du bois mort, des coquillages, des tissus, etc. Les candidats les plus emblématiques de Koh-Lanta tirent leur épingle du jeu. D'abord, ils sont rappelés pour revenir, vivre une nouvelle aventure lors d'une édition spéciale qu'on appelle en général donc des All-Stars ou Retour des héros. Ils participent également à d'autres émissions de dépassement de soi comme Ninja Warrior ou encore Danse avec les stars. Et pour les plus connus, ils sont sollicités par la concurrence. On pense à W9 et à son programme Les Apprentis Aventuriers qui a été animé notamment par Moundir puis par Laurent Mestret. Et très bientôt, c'est Claude Dartois qui va présenter sa propre émission sur Netflix, baptisée Edge le précipice, ce programme de survie avec des anonymes et également produit par Adventureline Productions aux grandes dames de TF1. Maxine Ezouan, la gagnante de Koh-Lanta, les armes secrètes, a animé la version junior de la carte au trésor sur France 3 et co-anime sur la chaîne L'Équipe une émission sur les sports extrêmes baptisée Sans Limite. Hors écran, le business de Koh-Lanta se porte bien.
D'abord, avec quelques produits dérivés, comme le jeu vidéo ou la boîte de jeux de société. Il existe aussi un escape game officiel Koh-Lanta sur plusieurs sites situés en Île-de-France ainsi qu'à Lille et Rouen. En 2022, un espace dédié à Koh-Lanta a été ouvert à France Miniature dans les Yvelines. Et Denis Brognard a vu sa réplique de cire faire son entrée au musée Grévin en février 2023. Koh-Lanta a même eu le droit à une série parodique signée par Jonathan Cohen avec le flambeau Les Aventuriers de Chupacabra. Et on enchaîne maintenant avec un nouveau jeu d'aventure. On va vous révéler maintenant les secrets de Pékin Express. Alors Pékin Express, pour vous resituer, c'est 18 saisons, dont 5 spéciales, plus de 40 pays traversés. C'est entre 1500 et 1700 heures de rush que ramène la production en fonction des saisons et bien évidemment de nombreux secrets. En fait, Pékin Express est adapté de la version néerlando-belge qui porte le même nom et qui a été conçue en 2004. Et bien, en fait, 2 ans après, M6 l'adapte et fait un test avec une programmation surprenante les dimanches à 19h. Mais face à l'intérêt du public pour Pékin Express, la finale de la toute première saison a l'honneur d'un prime time proposé un samedi soir à 20h50. M6 reçoit jusqu'à 40 000 candidatures par an pour Pékin Express. Les candidats ont entre 18 et 80 ans, le plus varié socialement possible. Certains sont très aventuriers, d'autres n'ont jamais voyagé de leur vie. Et le casting est un savant mélange bien gardé, un équilibre de profil, car les compétiteurs sont tellement dans la course qu'ils seront mauvais lorsqu'ils devront trouver un logement chez l'habitant ou préféreront dîner en étudiant la carte du lendemain. Et au contraire, ceux qui ont envie de rencontrer les pups seront moins compétiteurs et vont traîner au petit-déj au moment du départ de la course. L'un des secrets les mieux gardés de Pékin Express, c'est le tracé de la route. Il y a déjà un tri qui est effectué avec les pays qui refusent les tournages de production française, par exemple Cuba, la Chine en fonction de certaines années, aussi Brunei, etc. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui a une liste de pays interdits, sans oublier les pays où en fait c'est trop compliqué d'organiser les tournages, que ce soit pour des raisons techniques ou financières ou tout simplement parce qu'il y a des épidémies en cours dans certaines zones géographiques. Et tout cela en fait oblige la production de Pékin Express à trouver des solutions pour contourner ces pays, tout en prenant également en compte les pays déjà visités lors des saisons précédentes. Alors la prod tente tout d'abord de définir une accroche historique. Le tracé de 2022, si vous vous souvenez bien, c'était une variante en fait de la route de la soie. Il y a un pré-repérage avec 2 routes distantes, notamment sur Google Maps, et grâce à leur réseau d'informateurs. Ensuite, les dirigeants de M6 choisissent le parcours, puis 1 ou 2 personnes de la production partent pendant une 30aine de jours minimum pour tout repérer sur place, faire le parcours que feront les candidats aussi. Simultanément, le casting est en cours. Malgré tous les repérages et essais de route, il reste plusieurs éléments aléatoires qui peuvent tout changer. La météo et la réaction des populations. Les lieux d'arrivée des étapes sont généralement privatisés afin de ne pas prendre le risque de faire fuiter l'ordre des équipes. La privatisation oblige également les candidats à trouver l'unique accès qui leur est ouvert. Et si vous vous demandez pourquoi Pékin Express ne se déroule que dans les pays tempérés ou chauds, sachez que c'est un choix volontaire de la part de la production. En effet, des candidats emmitouflés avec des gros vêtements ou avec un visage dissimulé sous une écharpe auront encore moins de chances de convaincre pour être pris en stop. Stéphane Rothenberg garde un souvenir glacial du lancement de l'édition Le Passager Mystère depuis Séoul en Corée du Sud en 2012. Depuis, le froid dans Pékin Express est donc totalement proscrit. Et puis, pour nous, téléspectateurs de régions tempérées, c'est beaucoup plus dépaysant de voir des pays chauds. Les équipes de production disposent d'un tracker GPS, un peu comme Waze, avec des photos des candidats et surtout la vitesse en km/h pour suivre la rapidité de leur course. En parallèle, il y a aussi un groupe WhatsApp dans lequel toutes les informations utiles sur les péripéties des candidats sont mentionnées. Car les choses ne se passent jamais comme prévu, même si la production élabore différentes options. Par exemple, tel binôme ne trouve pas la porte de tel bâtiment, ou encore, ce duo galère sur cette épreuve ou sur cette question font partie des messages les plus fréquemment échangés. Mais aussi pour former sur des incidents, comme lorsqu'un caméraman a perdu de vue son binôme car la course est trop intense. Une situation qui est l'une des plus redoutées par la production, qui doit trouver une solution en urgence pour les regrouper. Pendant la finale, le cadreur ne doit absolument pas perdre le binôme, car il est impossible de mettre en pause cette ultime course. D'ailleurs, les caméramans ont les retours son des candidats dans chaque oreille, à droite l'un et à gauche l'autre. Justement, l'arrivée finale, parlons-en. Sachez qu'il y a toujours 2 flambeaux mis à disposition pour maintenir le suspense jusqu'au bout de l'ultime course.
Sur Pékin Express, il y a un médecin urgentiste, un repérage de sécurité médicale avec un véhicule médicalisé et un hélicoptère prêt à intervenir pour être à moins d'1 heure d'un hôpital. Ils n'en ont jamais eu besoin. Il y a aussi des bonbonnes d'oxygène à disposition pour les destinations à très haute altitude. En 2012, sur le tournage du Passager mystère, Stéphane Rothenberg a été victime d'un accident de la route alors qu'il enregistrait une séquence présentant les Philippines depuis un sidecar. L'animateur a été violemment percuté par un véhicule en sens inverse, une séquence très dure que finalement M6 a choisi de diffuser dans l'épisode concerné, sans doute parce que Stéphane s'en est sorti avec quelques points de suture à la tête et que la course a pu reprendre son cours dès le lendemain de l'accident. Autre accident de parcours, en 2021, pendant la course en Turquie, la voiture qui conduisait Aurore et Jonathan a été violemment percutée par un véhicule venant d'en face. Le conducteur de ce dernier est décédé quelques heures après le choc. Le binôme, lui, a été hospitalisé et le tournage a été arrêté sur le champ. Un tragique événement qui a interrompu l'enregistrement de Pékin Express pendant une journée. Les médecins ont interdit au couple de reprendre la compétition, notamment en raison des blessures à la tête d'Aurore. Un abandon qui a été oublié l'année suivante, en fait, en 2022, quand le couple est revenu dans Pékin Express pour Itinéraire bis. Enfin, le plus gros scandale de Pékin Express reste les accusations de tricherie révélées entre la saison 3 et la saison 4. Entre manipulation des candidats et bakchich versés aux automobilistes, l'émission va connaître une tempête médiatique après les révélations d'anciens membres de la production qui se livrent dans Le Canard enchaîné et dans un ouvrage sur la télé-réalité. Finalement, ni M6 ni la production n'auront porté plainte contre leurs anciens collaborateurs et ont pris juste des mesures pour renforcer le règlement du jeu. Intéressons-nous pour conclure à Stéphane Rothenberg. Le directeur de la course est logé à l'hôtel quand les itinéraires passent par des grandes ou moyennes villes. Souvent, ce sont les plus économiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il lui arrive de devoir dormir chez l'habitant dans les villages, qui sont d'ailleurs rémunérés pour accueillir la production ou carrément sous une tente quand l'étape est trop isolée de tout. En 2018, Stéphane Rothenberg nous avait accordé une interview exclusive en marge du lancement d'une saison de Pékin Express. À la question de sa destination de vacances, étant donné qu'il parcourt déjà le monde, il nous révélait son pays favori. Je fais des vacances moins dynamiques quand j'ai des saisons de Pékin ou d'autres émissions. Mais cette année, je fais le Maroc, j'ai un pays exceptionnel, j'adore, parce que c'est pas loin. Il y en a quand même un dépaysement fabuleux, puis c'est parmi les plus beaux paysages du monde, un peuple exceptionnel, une cuisine fabuleuse. Donc j'ai un petit faible pour le Maroc quand je veux pas aller trop loin. Donc ça fait partie de mes destinations préférées, ou la Corse, parce que là, c'est juste magique. Et si Stéphane devait choisir une seule de ses émissions, il donne la préférence à Pékin Express, car c'est tout simplement plus ancien que Top Chef par exemple. Vos oreilles écoutent, le podcast censure. Merci Lola. Et tout de suite, la battle pendant laquelle on va tenter de répondre au mieux à cette question. Faut-il plus de jeux d'aventure à la télé et sur les plateformes ? Alors, petit tour d'horizon. On vient de vous parler donc en détail de Pékin Express et de Koh-Lanta. On vous parlera notamment de Fort Boyard dans l'épisode 2. On va revenir donc en introduction de cette battle sur les autres émissions d'aventure, notamment celles qui ont connu des échecs. On peut parler notamment de District Z qui avait été diffusé sur TF1, dont le concept était quand même sympa avec des espèces de zombies qui étaient dans une zone désaffectée et les candidats qui étaient des personnalités devaient en fait retrouver des lingots pour une association et le tout présenté par Denis Brognard. On va sans doute échanger là-dessus, mais personnellement, moi, j'avais adoré ce concept qui était en plus tourné au parc Astérix, dans une zone un peu désaffectée, donc c'était vraiment top, je trouve, comme émission. Mais ça a été arrêté et TF1 n'a même pas diffusé, en plus, les derniers épisodes qui avaient été mis en boîte, donc c'est un peu dommage. Il y avait Amazing Race, Speak English Institute, qui, pour le coup, était diffusé sur C8, présenté par Alexandre Delperrier, qui n'a pas rencontré non plus son public, sans doute parce que c'était trop proche, je pense, de Pékin Express. Il y avait aussi la déclinaison de Boyarland, qui était une sorte de version un peu plus festive, de fête de fin d'année, dans un faux parc d'attractions désaffecté, qui était un concept assez sympa, une déclinaison assez sympa finalement de Fort Boyard, qui n'a duré, je crois, que 2 saisons, mais qui n'a pas été renouvelé. Et puis il y a eu aussi d'autres drames, comme la production de Drop pour TF1, où il y a eu
notamment un accident dramatique d'hélicoptère avec les candidats. L'émission, bien évidemment, ne verra jamais le jour, malheureusement. Et puis, il y a eu aussi des petits scandales. On pense aussi à The Island sur M6. Il y a quand même eu 3 saisons, mais il y avait de plus en plus de polémiques, et notamment sur les réseaux sociaux. La pression montait, notamment sur le choix en fait, de la production de montrer des séquences de mise à mort d'animaux sauvages. Donc c'était peut-être un peu trop cru comme émission, un peu trop sauvage et un peu moins léché justement que Koh-Lanta. Donc voilà, ça n'a pas été renouvelé sur M6, The Island. Et puis il y a les petites surprises, parce qu'effectivement on parle beaucoup du petit écran de la télé, mais il y a aussi maintenant les plateformes qui proposent de plus en plus de programmes originaux, et donc Netflix, on le disait tout à l'heure, va lancer, en tout cas au moment où on enregistre, on ne sait pas encore quand, mais sans doute donc en 2024, va lancer The Edge, le précipice, qui sera animé par Claude Dartois avec des anonymes. Alors, faut-il plus de jeux d'aventure à la télé et sur les plateformes ? Moi, j'ai envie de dire plutôt oui, on va développer ça. Et Lucas, quel est déjà ton premier ressenti par rapport à cette question ? Il en faut, c'est sûr, parce que ça marche, ça plaît, ça séduit. On voit les audiences de Koh-Lanta, on voit les audiences de Pékin Express qui ne faiblissent pas malgré le nombre de saisons exponentiel. Maintenant, est-ce qu'il en faut plus ? Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, diversifions les canaux de diffusion, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, les plateformes peuvent être un excellent canal de diffusion pour de nouveaux jeux d'aventure. Je pense qu'à la télé, entre Koh-Lanta, Pékin Express, bon, alors The Island, c'est plus en antenne, mais en tout cas, là, je pense que c'est pas mal. Moi, je te rejoins sur District Z. Je trouvais que c'était un super format, original, fun, divertissant. Pas forcément aventure, mais divertissant pour le coup. Ouais. Malgré les épreuves un petit peu à la Fort Boyard. Dépassement de soi aussi. Complètement, mais ouais. Complètement. Et moi, je ne comprends pas pourquoi TF1 n'a même pas diffusé la fin de saison 2 en la basculant, par exemple, sur TFX. Ah oui. Enfin, moi, je trouve ça complètement insensé. C'est un programme de qualité qui n'a pas rencontré son public, ça arrive, mais il y avait des super personnages. Le majordome, j'adore, je suis complètement fan. Bien sûr. Et ce mec-là, il faudrait le remettre à l'antenne à Fort Boyard ou autre. Enfin, faut le recycler parce qu'il est dément, ce comédien, il est génialissime. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec Boyardland. Il y a la comédienne dont le nom m'échappe, mais qui était... Pas sous sa casse. Voilà. Tout à fait. Et effectivement, qu'ils ont remis dans une saison. Stéphanie, là, son prénom. Voilà, c'est Stéphanie, exactement. Oui. Qui est pareil, à chaque fois, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, en plus, il développe des personnages qui deviennent très rapidement cultes. Absolument. Et auxquels les téléspectateurs s'attachent. Et on a envie, effectivement, de les revoir dans d'autres programmes. Donc, je pense aussi, en fait, il y a eu d'autres émissions de style l'Expédition Robinson aussi, avec des célébrités, mais c'était un peu plus événementiel, c'était moins sous forme d'épisodes hebdomadaires, etc. Mais il y a aussi ce sujet-là sur lequel on peut débattre, sur faut-il plus de jeux d'aventure ? Est-ce qu'il faut plus de jeux d'aventure avec des personnalités, des célébrités, ou est-ce que finalement on a l'impression qu'avec Koh-Lanta et Pékin Express, c'est quand même des anonymes, c'est là où ça marche le mieux finalement. Mais oui, et tu sais que moi il n'y a pas longtemps je me faisais la réflexion cet été en regardant Fort Boyard, moi j'adorerais retrouver un Fort Boyard avec des anonymes. Alors on en parlera dans l'épisode 2 que je ne veux pas spoiler, mais malheureusement il s'était rendu compte, on en parlera vraiment en détail, que ça ne marchait pas. Absolument, en fait. On reviendra dessus. Mais il y a vraiment une raison très précise de pourquoi Fort Boyard a basculé finalement en full célébrité. Pourquoi pas retenter quand tu vois les audiences de Pékin Express où ils trouvent vraiment des vrais personnages aussi. Le personnage d'Étienne dans Pékin Express est juste incroyable. Dans Koh-Lanta, tu as des vrais personnages. Théora, Claude, Sam, on peut en citer plein. Après, effectivement, oui, Fort Boyard, c'est sur une soirée. Donc, tu as moins de temps de t'attacher aux gens. Là-dessus, on est d'accord. Mais, effectivement, moi, je pense que les anonymes, parce que ça parle plus aux gens, finalement, que les célébrités. Ce qui est marrant, c'est un peu de les voir, entre guillemets, galérer dans des contextes ou des situations où on n'a pas l'habitude de les voir. Oui. Donc ça, c'est rigolo et c'est en ça que c'est divertissant. Et c'est aussi en ça que The Island Célébrité a très bien marché, d'ailleurs. Mais je pense qu'effectivement, les gens se projettent plus facilement quand ce sont des anonymes. Oui, mais effectivement, on en parlera encore une fois dans Fort Boyard, mais c'est vrai que sur tout l'aspect, célébrité, on a aussi un peu cette sensation de retrouver toujours les mêmes tous les ans qui reviennent. C'est vrai. Même s'il y a des très bons candidats et des très bons personnages. On en parlera notamment, je pense par exemple à Magloire, qui a été personnage et candidat, et il y en a plein d'autres.
Voilà, il y a une forme aussi d'usure où on voit toujours les mêmes personnages. Tu le disais, il y a certains candidats de Koh-Lanta qui finalement sont devenus des personnalités pour d'autres émissions. On en a cité, hein, ça peut être Danse avec les stars, ça peut être Ninja Warrior, Absolument. ça peut être Masked Singer aussi également. Bon, tout ça, c'est sur TF1, parfois sur d'autres chaînes, effectivement, un peu sur Fort Parce Boyard. que Laurent Mestré, on l'a retrouvé dans toutes les émissions que tu viens de citer. On l'a retrouvé dans Danse avec les stars, C'est ça. dans Masked Singer. C'est vrai que, Ouais, et puis il a animé, effectivement, on le disait, son propre jeu d'aventure. C'est ça, c'est qu'après, il y a certaines personnes qui étaient, entre guillemets, anonymes, qui vont devenir des personnalités, puis animer leur propre jeu d'aventure. Donc c'est ça qui est dingue. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur les gens qui ont peut-être un petit peu trop, et je me pose la question, est-ce que c'est pas aussi ce qui a nuit finalement à District Z? Parce qu'on voyait quand même beaucoup de gens qu'on voyait tous les soirs dans VTEP chez Arthur. Il y a peut-être un peu de ça. Mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être le concept qui mériterait de faire un retour dans quelques années et de revenir avec... je sais pas, une programmation meilleure et un meilleur casting effectivement de personnalités. Hein. Parce qu'en plus, dans District Z, si tu veux, la production avait vraiment pris en compte les remarques des téléspectateurs de la première saison pour vraiment, en gros, modifier la deuxième. C'est-à-dire qu'il y avait plus de zombies, c'était un petit peu plus actif, les zombies étaient un peu moins nonchalants, etc. Il y avait vraiment une prise en considération de la demande des téléspectateurs et il y avait toute la recette pour que ça fonctionne. Alors, est-ce que ça reviendrait pas sur une plateforme ? Parce qu'effectivement, s'ils poussent encore plus le curseur sur l'horreur, sur les monstres, etc., peut-être que ça aurait En période d'Halloween, pourquoi pas, ouais. Voilà, moi je pense que ça serait vraiment top si ça revenait. Pour moi, c'est un des meilleurs, en tout cas, émissions qui n'existent plus, encore une fois. Sur quoi d'autre on peut débattre sinon, mon cher Lucas? Eh bien, on peut également revenir sur effectivement les quelques drames qu'il y a eu. Alors, il y en a eu à Koh-Lanta, on en est revenu dans cet épisode. Et puis, il y a carrément des émissions qui ont été malheureusement passées à la trappe à cause de drames, hein, comme Dropped, tu l'évoquais tout à l'heure. Ouais, c'est une émission qui ne verra jamais le jour, malheureusement. Et puis il y a eu un vrai sujet aussi, si on prend un peu de recul sur tout ce qui était hélicoptère, parce que donc cet accident d'hélicoptère a mis aussi un peu la lumière sur toutes les autres émissions qui utilisaient des hélicoptères. Je pense notamment à la carte au trésor, où effectivement il y a eu par moment une petite polémique sur le côté un peu pollution, parce que c'est vrai que toutes ces émissions, c'est quand même des gens qui se déplacent à l'autre bout du monde. Totalement, oui. C'est des prods qui polluent, hein, pour dire les choses. Et puis effectivement la dangerosité de certains lieux, de l'utilisation d'hélicoptères, etc. Tout ça, je pense que ça a beaucoup fait aussi réfléchir les productions pour se dire peut-être qu'on va se calmer un petit peu sur le côté un peu sensationnel, le côté... parce qu'il devait être parachuté, je crois, directement, les candidats. Oui. Donc ça devait être top, le concept devait être top. Ça devait être présenté par Louis Baudin, je crois, Monsieur Météo. Oui, choix étonnant d'ailleurs. Choix étonnant, on aurait bien aimé le voir justement pour... probablement pour se moquer, hein, on va se dire les choses franchement. Bienveillance toujours. Mais avec bienveillance. On se moque, mais avec bienveillance. Voilà. On rigole, mais on ne se moque pas. Alors maintenant, on n'est pas à l'abri de voir aussi débarquer des concepts complètement nouveaux. Maintenant, il faudra que ces concepts nouveaux soient vraiment nouveaux, ne fassent pas du Koh-Lanta bis. On verra bien ce que donnera The Edge sur Netflix, mais effectivement, il ne faudra pas que ce soit comme Amazing Race ou d'autres émissions qui vont tenter de faire un Pékin Express discount ou un Koh-Lanta Lidl, parce que forcément, ça ne marchera pas. Une autre émission dans le dépassement de soi, dans l'affrontement des peurs que j'adorais revoir, c'est Fear Factor. Bien sûr. Qui était animé par l'excellent Denis Brognard. C'est vrai. Et ça marchait plutôt bien. Ouais. Et ça cartonne encore aujourd'hui aux USA. Moi, je trouve que c'est pareil. Cette émission, elle a toute sa place. Ouais, elle était diffusée très tard, je crois. Oui, c'était sur une partie de soirée, ouais, absolument. Voilà, dans les années 2000, hein, je crois que c'était en plein cœur du boom des émissions un peu de télé-réalité, etc. 2005, 2006. Alors après, est-ce qu'on peut dire que c'était un jeu d'aventure? Moi, je suis... Ah bah, il y avait quand même, effectivement... Alors, il y avait les deux. Il y avait à la fois affronter ses peurs. C'était quand même un petit peu ça, l'objectif premier. Mais il y avait quand même, du coup, il fallait traverser le vide. Enfin, il y avait pas mal oui, c'est une forme d'émission d'aventure, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était pas mal. Il y avait un petit côté trashouille aussi, sur ce que ils pouvaient déguster, je crois. Absolument. Mais regarde, ce qu'ils dégustent parfois à Pékin Express, c'est pas forcément... Comme à Fort Boyard. Absolument. Aussi. Oui. Ouais, il y a toujours cette part de trucs un peu dégueux. Ça fait partie du package jeu d'aventure. Ah, les gens aiment boire ça, forcément. Ils aiment boire du sale. C'est ça. C'est bien résumé. Bien sûr. Voilà.
Et puis si les gens sont en maillot de bain sur une belle île avec un beau palmito derrière, c'est vrai. C'est vrai. Non mais des belles noix de coco dans un slip, c'est vrai Ça fait toujours son petit effet. Ah bah ça fait de Ah bah l'audience. ça, c'est sûr. ça c'est. Indéniable. Je pense qu'il est temps d'arrêter cette battle. Vous l'aurez Je crois compris, aussi. ça commence à déraper. Et vous, chers auditeurs, vous avez forcément aussi un avis sur les jeux d'aventure. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous donner votre meilleur jeu d'aventure, celui que vous ne ratez jamais à la télé, celui que vous adorez regarder. N'hésitez pas, dites-le nous en commentaire de ce podcast ou sur nos réseaux sociaux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ce podcast Censure. Abonnez-vous évidemment à notre podcast sur votre plateforme préférée. Et on se retrouve donc très bientôt pour la partie 2 sur les secrets des jeux d'aventure où l'on s'intéressera notamment à Fort Boyard.